Les pays consommateurs de pétrole se regroupent ensuite pour créer l'Agence internationale de l'énergie en 1974. Toutefois, très peu tournée vers le développement d'énergies renouvelables, auquel elle n'a consacré que 2% de son budget en 2009, l'AIE s'est vue doublée par l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, l'IRENA, qui compte 136 pays issus de tous les continents. Les énergies dites renouvelables regroupent principalement l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, la géothermie, l'énergie marémotrice. Elle s'oppose aux énergies dites fossiles, pétrole, charbon, gaz. En 1972, la conférence des Nations Unies qui se tient à Stockholm attire l'attention sur le fait que la pollution est transfrontalière et nécessite une action concertée de tous les pays. C'est à Genève, en 1979, lors de la première conférence mondiale sur le climat, que sont présentées des corrélations entre l'activité humaine et le changement climatique. La déclaration appelle tous les pays à prévoir et prévenir celles des conséquences possibles de l'action de l'homme sur le climat qui pourrait nuire au bien-être de l'humanité. La communauté scientifique internationale alerte les Nations Unies en 1988 sur l'urgence d'une réduction de 20% des émissions de CO2 d'ici 2005. Cette organisation regroupe presque tous les pays des Nations Unies. Elle travaille sur le fonctionnement du réchauffement climatique, ses conséquences sur la biosphère et sur notre système socio-économique, mais aussi sur les possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le GIEC explique que le réchauffement climatique est dû à l'effet de serre qui est engendré par certains gaz contenus dans l'atmosphère. En mai 1989, suivant l'initiative de la France, des Pays-Bas et de la Norvège, 24 pays s'engagent à lutter contre l'effet de serre et donc à stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre. En 1989, c'est le Fonds pour l'environnement mondial qui est créé afin de permettre aux pays en voie de développement de protéger leur environnement. En 1990, se tient à Genève la seconde conférence mondiale sur le climat. Les 150 pays présents, au vu des rapports du GIEC, préconisent la mise en place de négociations afin d'aboutir à une convention internationale. Les négociations difficiles continuent à Buenos Aires en novembre 1998, puis à Bonn en novembre 1999 et à La Haye l'année suivante afin d'établir les modalités. Mais les pays ne parviennent pas à s'accorder sur leurs engagements en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En effet, l'Union européenne, plus engagée dans cette voie-là, plaide pour une action musclée en matière de protection de l'environnement. Le Carbon Club, de son côté, qui comprend les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Russie, la Norvège et les pays de l'OPEP, s'opposent à l'instauration des quotas, car ils ne veulent pas freiner leur économie. En 2001, alors que le troisième rapport du GIEC établit avec davantage encore de certitude que l'activité humaine influe sur le réchauffement climatique, les États-Unis, plus gros pays producteurs de gaz à effet de serre, annoncent qu'ils ne ratifieront pas le protocole de Kyoto. En effet, le traité ne peut entrer en vigueur que si 55 pays le ratifient. Et si les pays ayant ratifié émettent au moins 55% des émissions de CO2 de 1990. La Russie ratifie enfin le protocole de Kyoto en 2004, avant la conférence de Buenos Aires, qui peut alors mettre en place un dispositif contraignant. Toutefois, elle est entachée par le refus catégorique des États-Unis, de l'Inde et des membres de l'OPEP qui refusent de prendre des engagements au-delà de la période prévue par le protocole, soit 2012. Le protocole de Kyoto vient à peine d'entrer en vigueur, sans les États-Unis, que sa prolongation jusqu'en 2012 est décidée à Montréal en novembre 2005 lors de la 11e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Il ne reste plus qu'à rédiger ce traité et à espérer que les États-Unis le signeront. En 2007, la conférence de Bali établit la feuille de route du futur traité de Copenhague. Elle stipule que les accords consécutifs au protocole de Kyoto devaient être réalisés au plus tard en décembre 2009. En 2009, voici les pays ayant ratifié le protocole de Kyoto. La conférence de Copenhague, lorsqu'elle s'ouvre en décembre 2009, concentrait beaucoup d'attentes dans l'élaboration d'un après-Kyoto.
En effet, les rapports du GIEC indiquent que si la température s'élève de 2 degrés par rapport à 1850, les catastrophes et bouleversements climatiques seront terrifiants. La conférence de Copenhague s'est achevée sur un accord à minima, une déclaration de principe résumant les engagements de quelques pays et n'a pas encore permis un engagement mondial. La conférence de Doha s'est terminée dans la douleur et un accord a finalement été trouvé au forceps. Comme c'est désormais la tradition dans les négociations climatiques, 24 heures de plus ont été nécessaires pour mettre tout le monde d'accord et aboutir à un accord assez modeste et peu ambitieux. Alors ce qu'il faut en retenir, c'est d'abord bien sûr la prolongation du protocole de Kyoto jusqu'en 2020, mais seule une trentaine de pays s'engagent, ce qui représente à peine 15% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. C'est un symbole, certes, mais le symbole est sauvé. Une idée a été gravée dans le marbre ici à Doha, c'est celle des pertes et dommages, et c'est très important. En substance, les pays les plus riches s'engageraient à compenser financièrement les pays les plus pauvres pour les dégâts causés par le réchauffement climatique. Une idée que les États-Unis n'ont eu de cesse de combattre ici à Doha et qui a finalement été inscrite dans l'accord final. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est bien sûr la direction que prennent les négociations climatiques vers un nouvel accord contraignant et mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce sera en 2015, une conférence qui sera bien sûr cruciale à ce moment-là parce qu'il va falloir mettre tout le monde d'accord, y compris les États-Unis, la Chine et la Russie qui sont toujours réticents à s'engager. Cette conférence pourrait se tenir à Paris sur invitation de la France. Nous avons obtenu un accord. Ce délégué annonce ébahi la naissance d'un texte. Dans l'assemblée plénière, c'est l'euphorie. Sous les vivas, les discours sont enthousiastes. Aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie. À la tribune de cette conférence de Paris, le président français saisit la main de Ban Ki-moon, qui déclare, lui, vivre un jour historique. Aujourd'hui, nous pouvons regarder dans les yeux nos enfants, nos petits-enfants, et nous pouvons enfin leur dire que nous avons joint nos mains pour léguer un monde plus habitable pour eux et pour les générations futures. Un monde meilleur et bien plus sûr, dira la représentante de l'Afrique du Sud. Même la Chine acquiesce. Toutes les parties ont pris une décision correcte qui peut bénéficier à leur peuple et promouvoir le développement durable dans le monde au moment crucial. Dans l'allégresse ambiante, quelques-uns se montrent plus réservés. Les actions des pays développés sont bien en dessous de leurs responsabilités historiques. Il n'empêche, assure Angela Merkel, il faut y voir un signe d'espoir, même si la chancelière allemande admet qu'il reste beaucoup de travail à accomplir. Washington évoque un accord fort et ambitieux. Barack Obama n'hésite pas à parler d'un tournant pour le monde. Le problème n'est pas résolu avec cet accord de Paris. Mais ne vous méprenez pas. Ils mettent en place un cadre durable dont le monde avait besoin pour résoudre la crise climatique. Aux États-Unis, justement, des activistes sont descendus dans la rue. Une marche symbolique parce que maintenant, il faut aller de l'avant. Célébrer ce premier accord mondial sur le climat, c'est sûr, c'est bien, mais pas suffisant. Je n'ai pas envie de me réjouir, mais d'agir. 6 ans après le fiasco de la COP de Copenhague, beaucoup veulent croire que le monde a écrit une nouvelle page de son histoire. We're getting out, but we will start to negotiate, and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine. As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries, leaving American workers, who I love, and taxpayers to absorb the cost in terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly diminished economic production. At what point does America get demeaned? At what point do they start laughing at us as a country? We want fair treatment for its citizens, and we want fair treatment for our taxpayers. We don't want
other leaders and other countries laughing at us anymore, and they won't be. They won't be. I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.